Bonjour ça marche, oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour un moment assez exceptionnel, extraordinaire au sens premier du terme, puisqu'on n'a jamais fait ce type d'opération et je m'en réjouis beaucoup. On a, grâce à Claire Barbillon et à l'ensemble des équipes du Louvre, un grand merci chère Claire, pu monter un projet qui associe 10 étudiantes de l'école du Louvre au montage et à la mise en œuvre d'une exposition au musée de la Croix. C'est une idée que Claire avait à son arrivée à l'école, elle va vous en reparler. Et quand elle avait exposé cette idée-là au conseil scientifique du Louvre, dont je suis membre, je m'étais dit, ah, voilà une idée intéressante. Et j'ai eu envie de pouvoir la mettre en œuvre au musée de la Croix. C'est un projet qui me semblait faire particulièrement sens au musée de la Croix pour un certain nombre de raisons. Des raisons historiques, hein, le fondement du musée comme un lieu de transmission, puisque ça c'est vraiment inscrit dans l'histoire du musée, cette idée de transformer un atelier d'artiste un atelier d'artiste en musée dans l'idée de cette permanence de la création artistique et de la diffusion des savoirs. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment un point intéressant. Mais aussi, de façon plus contemporaine et plus modeste, le fait aussi que nous avons inscrit au sein du musée de la Croix les enjeux de médiation, d'éducation, d'ouverture au public dans son plus grand nombre, dans l'histoire du musée. Donc il nous semblait du coup que nous étions le lieu pour tenter une telle expérience. Donc Claire a répondu à cette invitation avec son équipe et on a monté le projet en un temps assez record, hein, en un peu moins de 6 mois, mais de façon, je crois, très réussie. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les étudiantes autour de moi, donc 4 parmi les 10 qui ont monté le projet, puissent vous en parler et vous le présenter, en lien avec 2 personnes qui ont été absolument instrumentales dans ce projet et que je veux remercier très vivement. Jessie Coinon, qui est chargée de médiation au musée de la Croix, et Milena Planche, qui a assuré avec brio l'intérim du secrétariat général pendant le congé maternité de Céline Brunet-Moret. Et vraiment, toutes les 2 ont porté ce projet. Dans la salle, prenant des photographies, je ne sais pas ce qu'il fait, mais aussi instrumental dans ce projet, Bertrand Mérat, qui est responsable de la communication de l'école du Louvre et qui nous a aussi beaucoup accompagnés. Merci infiniment Bertrand. Et je ne voudrais pas manquer aussi de remercier quelqu'un qui n'est pas là parce qu'il ne pouvait pas être avec nous, mais qui a joué un rôle absolument essentiel, qui est Ludovic Rafali, au sein de l'école, aux côtés de Natacha Pernac, la directrice des études. Donc j'ai passé tout de suite la parole à Claire pour qu'elle dise aussi quelques mots de ce projet du point de vue de l'école, puis ensuite aux étudiantes en lien avec Jessie et Milena, et puis je reprendrai la parole en toute fin de conférence pour faire une petite conclusion. Donc voilà, un grand merci d'être là et je passe tout de suite la parole à Claire. Un grand merci, chère Claire. Merci beaucoup. L'école du Louvre, comme vous le savez sans doute, déploie une pédagogie unique et originale dans le paysage des études supérieures françaises. Et au cœur de cette pédagogie se trouve le contact direct avec l'objet patrimonial, le contact direct avec les témoignages des civilisations. L'école du Louvre est un établissement d'enseignement supérieur qui relève du ministère de la Culture, qui existe depuis fort longtemps, puisqu'elle a été fondée en 1882, et qui n'a jamais dévié de son lien avec le musée du Louvre, de son lien avec les musées français et de son lien avec les professions muséales qui, elles, ont beaucoup évolué depuis 1882, mais qui conservent un certain nombre de principes paradigmatiques, en particulier celui de la valorisation, de la préservation et bien entendu de la médiation des œuvres vis-à-vis du public, sans lequel elles resteraient muettes. Et quand j'ai eu la chance de prendre la tête de cet établissement en décembre 2017, j'ai évidemment rédigé un projet, comme nous le faisons tous, quand des étapes de notre vie professionnelle nous amènent à proposer notre candidature pour des postes. Et il m'a semblé évident que l'école du Louvre devait, chaque année, produire une exposition école. Produire une exposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, un petit groupe d'élèves, et là, j'ai choisi
que ces élèves soient au plus haut niveau de leurs études de deuxième cycle, c'est-à-dire en M2, Master 2, 5e année de leurs études. Donc ces élèves, bien entendu volontaires, sans aucun parasitage avec des notes des ECTS, mais sur la base du plus pur volontariat, donc il faut les en féliciter. Ces élèves donc concourent à un même but, qui est de collaborer avec une équipe de professionnels de musée dans le but de produire une exposition. Il me semblait très important que ces élèves viennent d'horizons divers. Il se trouve qu'à l'École du Louvre, en Master 2, c'est-à-dire en 5e année, il y a 6 filières possibles. Et les 10 jeunes femmes, car il s'agit de jeunes femmes, qui ont... C'est absolument le hasard. Il n'y a eu aucun rejet de ces messieurs. J'espère bien que l'année prochaine, l'équipe sera mixte. Je suis pour la mixité. Mais il se trouve que parmi les candidatures, donc les 10 jeunes femmes que nous avons retenues appartenaient, et c'est un souhait de ma part, 2 au parcours recherche en histoire de l'art, 2 au parcours recherche en muséologie, 2 au parcours médiation, 2 au parcours régie des œuvres et conservation préventive, 2 enfin au parcours humanité numérique et documentation. Le parcours absent, c'est le parcours marché de l'art, parce que là vraiment, le chemin qui est pris par ces élèves était fondamental pour la vie de l'art en France, mais ne trouvait pas sa place dans un tel projet. Donc vous voyez, avec toutes leurs compétences, avec les études que font ces élèves dans ces différentes filières, elles ont concouru à un même objectif. Alors, c'était une idée qui me semblait d'autant plus évidente que dans mes précédentes affectations dans des universités de région, j'avais vu de très beaux projets conduits par mes collègues ou par moi-même avec les musées des dites régions, en particulier à Poitiers, et que c'était quand même évidemment une évidence que l'École du Louvre, étant donné sa vocation première, devait s'inscrire dans cette tradition de mettre les élèves au contact avec cette pratique fondamentale qu'est la pratique de l'exposition. Restait à trouver le meilleur des partenaires, et on l'a trouvé, cher Dominique. Et moi aussi, je terminerai donc par des remerciements. Remerciements bien sûr à toi, tout d'abord, d'avoir immédiatement, non seulement rebondi, mais fait une véritable proposition, et surtout accompagné personnellement et avec, bien sûr, le concours de ton équipe. Et puis, chacune en particulier mériterait des remerciements, mais vous avez donné beaucoup de votre temps à ce véritable partenariat avec l'école et à ce qui était aussi finalement de la formation et de la pédagogie, parce que c'était quand même de cela dont avaient besoin nos jeunes étudiantes. Donc un immense merci au Musée de la Croix, un merci tout particulier à celles et ceux qui ont accueilli à un rythme, je crois, assez fort sur la fin en particulier, nos étudiantes et nos élèves, puisque c'est le mot consacré, pendant cette courte période. J'engage toutes les personnes qui nous font l'amitié de nous écouter aujourd'hui à aller voir, à aller découvrir cette exposition, dont le propos même a été conçu par donc, ces futurs jeunes professionnels. Et puis surtout, je lance un appel aux dignes successeurs du Musée de la Croix et à Dominique de Fonréos, parce que naturellement, nous sommes en train maintenant de songer à l'acte 2, que sera la deuxième exposition école des élèves de l'École du Louvre. Donc, un immense merci à tous, c'est vraiment formidable. Et bien sûr, merci à vous, chers élèves, d'avoir relevé le gant, d'avoir donné de votre temps, de vous être donné entièrement à ce projet dont j'ai pu voir les fruits. Et vraiment, j'en ai eu beaucoup de plaisir le jour de l'inauguration, qui a été d'ailleurs une inauguration extrêmement réussie et fréquentée. À qui est-ce que je laisse maintenant la parole ? Alors, je vais vous présenter l'exposition. Donc, cette exposition, c'est l'histoire d'une redécouverte et d'une rencontre. La redécouverte d'Eugène Delacroix, un artiste majeur du 19e siècle, mais sous un angle plus intime, et donc la rencontre, finalement, de l'homme qui se cache derrière l'artiste. Alors, c'est vrai qu'avant de commencer ce projet, aucune de nous n'était spécialiste d'Eugène Delacroix. Donc, afin de mieux saisir l'intimité du personnage, et c'est un élément qui nous semblait essentiel, étant donné qu'on allait concevoir une exposition dans son dernier appartement, on s'est tout de suite plongé dans la lecture de son journal. Donc, il s'agit en fait d'un écrit qui a été publié dès 1893 et qui peut être divisé en deux parties, le journal dit de jeunesse, avec des écrits de 1822 à 1824,
puis des écrits plus tardifs, de 1847 à 1863. Et donc, bien qu'il ne retrace pas entièrement la vie et la carrière d'Eugène Delacroix, le rôle du journal a été pour nous déterminant, puisqu'il nous a permis de saisir l'intimité du personnage, de saisir ses cheminements intérieurs, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie artistique. Et d'ailleurs, lui-même confie en 1847, alors qu'il est malade, dans son journal: « Puissais-je continuer souvent à me rendre compte ainsi de mes impressions, j'y verrais souvent ce qu'on gagne à noter ces impressions et à les creuser en se les rappelant. » Alors, au cours de cette lecture, on a été saisi par cette dualité qui existe en fait entre sa vie publique et sa vie privée, et saisi par le caractère vraiment très complexe du personnage. Et finalement, c'est alors qu'on a décidé d'en faire le sujet de notre exposition, c'est-à-dire de dévoiler au public toute l'intimité et toutes les facettes d'Eugène à travers ses œuvres et ses écrits, notamment son journal et ses correspondances. Et donc le parcours de l'exposition s'articule autour d'un dévoilement progressif de l'intimité de l'homme. On a imaginé ce dévoilement en lien avec les fonctions des pièces du musée. Donc, c'est-à-dire qu'on commence la visite par le salon et la salle à manger, où là, on va plutôt vous parler de la vie publique de l'artiste, avant d'entrer dans des pièces plus privées, donc la chambre, la bibliothèque et son atelier, où là, on rentre vraiment dans l'intimité du personnage. Et donc, je vais laisser la parole à Alitéia pour qu'elle vous présente l'exposition plus en détail. Merci Marion. Donc, pénétrons au cœur de l'exposition maintenant. Donc, le point de départ de notre réflexion est vraiment les représentations que suscite Eugène Delacroix aujourd'hui. En effet, en quelque sorte, Eugène Delacroix n'est pas mort, ou du moins, il est encore un mythe vivant qui suscite bel et bien des images. Si je peux me permettre de vous interrompre, c'est la pensée magique de Maurice Denis. C'était à peu près cette idée-là qu'il avait. Mais c'est intéressant. Bon, merci, vous me flattez, mais j'avais pas du tout cette idée. Mais... Et donc, en fait, il est présent dans notre culture visuelle. Il a fait l'objet de nombreuses réappropriations. Et donc, vous avez ici deux exemples. Enfin, trois plutôt. Le billet de 100 francs, que vous connaissez sans doute. Voilà. Ensuite, une esquisse d'Henri Fantin-Latour pour l'hommage à Delacroix, donc qu'il a peinte, toile qu'il a peinte en 1864. Donc Henri Fantin-Latour était très attaché à Eugène Delacroix. Il a suivi même son convoi mortuaire. Et donc on a voulu montrer par ce biais-là que Delacroix était aussi un héritage artistique revendiqué par une génération postérieure en fait à l'artiste. Et donc du coup la troisième œuvre que nous vous présentons dans cette salle iconique, c'est l'étude pour le monument funéraire que réalise le sculpteur Jules Dalou en 1890, sculpture qui est aujourd'hui au Jardin du Luxembourg et que vous pouvez tous admirer. En fait, nous traitons dans cette salle à manger de la réception d'Eugène Delacroix. Et en fait, pour l'analyser, il nous semblait intéressant de partir de témoignages que nous vous présentons dans une petite vidéo succincte. Témoignages en fait recueillis par plusieurs personnes très, très diversifiées, comme des spécialistes dont fait partie Dominique de Fanréau, mais aussi des personnes qui ne connaissaient absolument pas Eugène Delacroix en fait, ou tout simplement des étudiants, des personnes lambda. Donc en fait de cette diversité de personnes résultent des images, des clichés, des préjugés. Voilà, donc par exemple Delacroix romantique, Delacroix voyageur, Delacroix républicain, tant d'images en fait qui nous ont fascinés. Et donc véritablement, on s'est dit même parfois, je pense que ça a été le cas pour l'ensemble de l'équipe, que parfois même on les retrouvait pour certaines, pas pour toutes, mais dans l'histoire de l'art. Et donc on a réalisé ça, donc on était un petit peu abasourdis. Et donc il nous semblait intéressant en fait de voir si ces clichés coïncidaient en fait avec les images que suscitait Delacroix de son vivant. Et donc dans la deuxième salle, qui est la salle publique en fait de la maison, le salon, donc nous vous proposons de découvrir l'image officielle de Delacroix, c'est-à-dire comment lui construisait sa carrière.
Déjà, c'est quelqu'un qui recherche la gloire. Il écrit modestement dans son journal « Prie le ciel pour que je sois un grand homme ». Voilà, donc ce qui est une preuve extrême de modestie, mais voilà. Ceci mis à part, en fait, il structure sa carrière autour de 2 piliers fondamentaux que nous vous avons présentés en fait sur 2 parois murales différentes. Il s'agit d'une part en fait des grands décors qu'il réalise à partir des années 1830 en fait. Donc vous avez sans doute en tête, par exemple, la bibliothèque de l'Assemblée nationale, l'église de Saint-Sulpice, la galerie d'Apollon au Louvre, voilà, ou l'hôtel de ville de Paris, en fait. Je crois qu'elles ne subsistent plus, par contre, elles ont été, oui, c'est ça, donc elles ont été détruites, en fait. Et donc, pour illustrer un petit peu ces grands décors, nous vous avons mis, en fait, l'étude pour le Drachmotribut, en fait, qui orne l'une des coupoles, en fait, de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, et donc qui montre, en fait, l'attachement de la Croix, tout simplement au maître, comme il l'écrivait dans son journal, au maître classique. Et donc c'est comment d'État lui assure une image consensuelle en fait qui détonne avec le début de sa carrière, donc au salon, qui est principalement marqué par des scandales. Et donc c'est l'autre pilier que nous avons montré. Et donc un des plus véhéments scandales est certainement la mort de Sardanapale, en fait, qui présente en 1827 et dont nous vous avons mis une copie ici. Il l'appelle lui-même son Waterloo, son massacre numéro 2 de la peinture, donc il gardait beaucoup le sens de l'humour quand même. Et l'artiste se distingue par un caractère provocateur, donc, et profondément indépendant. Et comme vous le disiez, Marion, donc la première intervenante, c'est en lisant son journal qu'on a découvert ce caractère indépendant, farouchement indépendant. Et il écrira à propos des romantiques, ils m'ont enrégimenté. Bon gré et mal gré dans la coterie romantique, ce qui signifie que j'étais responsable de leur sottise. Alors voilà, je suis désolée de vous apprendre que Delacroix considérait ainsi les romantiques. Voilà, ils n'étaient pas forcément en fait en accord avec leurs idées ni même leurs pratiques. Pourtant, c'est bel et bien l'image d'un artiste romantique qu'en a retenu la postérité. Et c'est là tout le paradoxe. Mais d'où nous vient cette image, donc ? Eh bien, c'est la critique d'art, Chauvin plus précisément, qui écrit à partir, enfin, qui en fait commente le salon de 1824 et qui oppose en fait Delacroix à Ingres. Et Ingres apparaît comme un classique et Delacroix romantique. Donc, il nous semblait en fait que cet homme était beaucoup plus complexe et c'est ce qu'on a voulu faire ressortir en fait dans cette salle. Donc maintenant je vais passer la parole à Raquel. Merci. Donc nous quittons le salon et nous rentrons dans la chambre, donc lieu de l'intimité par excellence. Et donc nous quittons aussi le Delacroix public, le Delacroix mythique, pour partir à la rencontre d'Eugène. Et donc nous avons pensé de vous faire rencontrer Eugène à travers ses passions et à travers aussi ses autres pratiques artistiques. Mais en effet, d'après Delacroix, l'artiste doit cultiver son génie artistique. Et donc, loin de se contenter de la peinture, Eugène pratique également la gravure, notamment la lithographie. Et vous avez un exemple avec la lithographie de Faust, ici. Mais aussi, il pratique aussi l'écriture. Donc c'était vraiment étonnant de découvrir un Delacroix écrivain, vraiment un côté très intéressant de sa personnalité. Et bien sûr, nous avons découvert le Delacroix écrivain à travers son journal qui nous a servi de guide, de fil conducteur pour notre exposition. Mais nous avons découvert aussi qu'il a écrit d'autres choses, notamment un roman qui s'intitule Alfred et qui parle d'un orphelin qui cherche sa place dans la société et dont le musée Delacroix conserve le manuscrit original. Et donc, les autres passions d'Eugène que nous présentons dans la chambre sont le théâtre. Donc, Delacroix était passionné de théâtre et surtout de Shakespeare. Et il avait eu l'occasion d'assister aux représentations de Shakespeare pendant son voyage en Angleterre. Et il était aussi passionné de musique et il pouvait discuter de musique avec son ami Chopin. Et ici, vous avez un exemple d'une œuvre qui est issue de ses passions. Voilà, le portrait de Chopin en Dante.
Donc je laisse la parole maintenant à Anne, qui va vous faire rentrer dans l'atelier de l'artiste. Enfin, le visiteur est invité à pénétrer dans l'atelier du musée de la Croix. C'est dans ce lieu que sont présentés les aspects les plus intimes de l'artiste, et notamment tous ces lieux de refuge. Par ces lieux de refuge, nous avons découvert énormément de choses, mais nous avons surtout compris à quel point cet atelier et la peinture de manière générale constituaient pour Delacroix un refuge, puisque comme vous le savez sans doute, c'était un être très angoissé, presque hypocondriaque, qui aimait passer énormément de temps dans cet atelier pour déployer tout son génie créateur. Cette fièvre créatrice qui le caractérise peut être véritablement appréhendée, ou du moins se dévoile dans ses dessins très nombreux et qui sont découverts assez tardivement, en réalité après sa mort, lors de la vente après décès en 1884. C'est donc au cours de ce moment-là que le grand public découvre un Delacroix dessinateur. Et c'est ces dessins que nous avons souhaité mettre en avant dans l'antichambre de l'atelier. Certains de ces dessins tous sont très beaux et nous dévoilent des facettes du travail de Delacroix que l'on ne connaissait moins, puisque par exemple le dessin que vous avez sur votre gauche nous dévoile un Delacroix très attentif, notamment à l'anatomie. Dans cette section consacrée à la peinture comme refuge, nous avons aussi souhaité mettre en avant un des chefs-d'œuvre de l'œuvre de Delacroix, la Madeleine au désert, qui représente aussi cette personnalité très complexe, puisque c'est une œuvre très énigmatique dont les interprétations sont très variées d'ailleurs. Avec cette œuvre, donc, nous avons mis en avant la complexité de la personnalité de l'artiste, mais nous avons aussi souhaité montrer toute l'importance que Delacroix accorde au travail de la couleur. Travail de la couleur que l'on a également souhaité mettre en valeur en exposant 2 palettes qui permettent également de faire le lien avec une autre section présentée dans l'atelier, celle de Delacroix Voyageur. Alors voilà, effectivement, dans l'atelier même, on a un pan de mur qui est dédié à la section que nous avons appelée Eugène, un artiste voyageur, point d'interrogation. Effectivement, on a été amené à se poser la question, puisque avant de commencer ce projet, on avait tout en tête un artiste voyageur, un grand voyageur. Et force est de constater en lisant son journal que c'était pas vraiment le cas. Il a fait quelques voyages, mais finalement très peu, au Maroc bien sûr en 1832, puis en Angleterre et dans les Flandres, mais finalement il n'a jamais fait ce grand voyage en Italie. Il disait lui-même dans son journal qu'il espérait que ce voyage ne serait pas, qu'il ne souhaitait pas y aller. Enfin voilà, on a vraiment un personnage qui appréhende les voyages, qui a beaucoup de mal avec le dépaysement, qui a du mal à s'adapter dans ces nouveaux lieux qu'il découvre. Voilà, alors sur un ton, encore une fois, à la Delacroix, si je puis dire, il nous dit que le temps est horrible, que les Belges ont vraiment mauvais goût, que voilà, beaucoup de mal à s'adapter. Et finalement, on découvre un Delacroix très casanier, qui apprécie, qui est très content, qui se fait une joie de rentrer chez lui après ses voyages. Et donc, c'est cette idée qu'on a voulu vraiment mettre en valeur sur ce mur de l'atelier, c'est de montrer que même si pendant ses voyages, il réalise des croquis très précis, très détaillés, et d'ailleurs dans son journal, il relève également beaucoup de détails de ce qu'il voit, donc comme vous pouvez le voir ici avec cette feuille d'étude, une fois qu'il rentre, il délaisse un peu tout ce travail de précision, il le met de côté, et il préfère travailler d'après son imagination et d'après ce qu'il peut observer, ce qu'il a sous les yeux à Paris en fait. Donc c'est-à-dire les grands maîtres étrangers qu'il copie au Louvre, les animaux qu'il observe au Jardin des Plantes ou ce que ses amis rapportent de leur voyage. Et donc c'est cette citation, je crois, qui résume le mieux ce mur de l'exposition. Il confie dans son journal en 1853
Je n'ai commencé à faire quelque chose de passable dans mon voyage d'Afrique qu'au moment où j'avais assez oublié les petits détails pour ne me rappeler dans mes tableaux que le côté frappant est poétique. Jusque-là, j'étais poursuivie par l'amour de l'exactitude, ce que le plus grand nombre prend pour la vérité. Voilà, et je laisse Anne terminer sur la dernière section de l'exposition. Alors, Marion vient de vous le dire, on avait comme image de Delacroix celle d'un artiste voyageur. On avait aussi l'image d'un artiste très parisien. Alors, parisien, il l'est puisqu'il a vécu toute sa vie à Paris. Et c'est vrai que la ville conserve encore de nombreuses traces de l'artiste. C'est aussi à Paris qu'il fait toute sa carrière, donc il doit beaucoup, malgré tout, à la capitale. Mais c'est en fait avec beaucoup de surprises qu'on a remarqué dans son journal qu'il détestait Paris et qu'il détestait aussi les Parisiens, qu'il traite de manière pas forcément flatteuse de monsieur et de madame à longueur de temps. Pire, même dans une lettre adressée à George Sand en 1842, il dit que ce Paris est affreux. Vous n'avez pas idée de la chaleur et de la poussière qu'on respire ici, mais la tristesse donc. C'est pour vous dire l'image qu'il avait de Paris, et ce qui explique aussi que l'artiste, tout au long de sa vie, ait cherché à se constituer des lieux de refuge un peu partout en France. Et ce qu'on a souhaité montrer dans cette section de l'exposition, c'est que ces lieux de refuge, on a souhaité montrer l'importance de ces lieux de refuge pour l'homme, mais aussi pour l'artiste, puisque ces lieux de refuge sont à la fois source d'inspiration et lieu de création. Et on a aussi souhaité montrer que chaque lieu de refuge était intimement lié à une amitié très chère ou à un membre de sa famille. L'exemple le plus marquant est probablement celui qui est au centre de ce pan de mur. Il s'agit de Nohan et George Sand, puisque Delacroix se rendra à de très nombreuses reprises dans la demeure familiale de George Sand. On a aussi souhaité mettre en avant un autre personnage très important dans la vie de Delacroix, surtout à la fin de sa vie, Jenny Le Guillou, puisque c'était sa gouvernante, et c'est grâce à elle aussi que cet atelier, qui est aujourd'hui le musée Delacroix, est devenu un lieu de refuge pour l'artiste. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on ressent très bien en tant que visiteur. On perçoit toute l'importance que ce lieu pouvait avoir pour l'artiste. Finalement, notre propos de l'exposition pourrait être résumé par une citation de Charles Baudelaire qui disait « Il y avait dans Eugène Delacroix beaucoup de sauvages. C'était là la plus précieuse partie de son âme, la partie vouée tout entière à la peinture de ses rêves et au culte de son art. Il y avait en lui beaucoup de l'homme du monde. Cette partie-là était destinée à voiler la première et à la faire pardonner. » C'est finalement cette partie sauvage de Delacroix que nous vous invitons à venir découvrir au musée Delacroix. Merci beaucoup à toutes pour cette très riche présentation et qui vous aura donné un avant-goût de ce que vous pouvez découvrir dans les salles du musée Delacroix jusqu'au 6 mai. Delacroix et Eugène, l'homme derrière l'artiste. On prend la mesure vraiment de tout le travail qui a été réalisé depuis plusieurs mois et je dois dire que je suis très fière de vous avoir accompagné et c'était vraiment un véritable plaisir. Vous avez donc été confrontés à la conception d'une exposition depuis le choix de la thématique, le choix des œuvres, jusqu'au suivi de la communication et au suivi quotidien encore aujourd'hui de la programmation culturelle qui accompagne l'exposition. Est-ce que vous aviez imaginé l'ensemble de ces étapes et la complexité du projet et comment est-ce que vous les avez abordées ? Alors oui, je pense quand même qu'on avait idée de toutes les étapes. Heureusement, hein, nos cours à l'école du Louvre sont quand même faits pour ça. Mais je pense que là, ça nous a vraiment permis d'intégrer durablement nos connaissances. Comme vous l'avez dit, on a participé à toutes les étapes des recherches scientifiques, à la conception de la programmation culturelle, à la communication, en passant par la réalisation d'une vidéo. Enfin, voilà, là, je pense qu'on a vraiment une très bonne idée de toutes les étapes en détail de la création d'une exposition. Et donc finalement, pour nous, la première étape, ça a été de définir notre sujet d'exposition. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'est d'abord familiarisé avec l'artiste, notamment grâce à son journal, puis avec le musée et avec ses collections. Et donc, je crois que le premier défi, ça a été de faire coïncider nos désirs avec ce qui était réellement envisageable, ce qui était possible.
Pour vous donner un exemple, notre premier choix de sujet, on était parti sur la couleur rouge dans l'œuvre de Delacroix. Et en consultant les collections du musée, on s'est rendu compte que c'était pas envisageable, qu'on n'avait pas assez de matière pour en faire une exposition. Donc voilà, c'est je pense ce qui est important dans ce projet, c'est que le fait de mettre en pratique, on se rend compte de ce qui est réalisable, de ce qui n'est pas réalisable, et on fait avec les possibilités, avec les contraintes. Et donc après avoir défini précisément ce sujet d'exposition, on a décidé de se répartir en petits groupes pour effectuer les recherches scientifiques un peu plus poussées, chaque petit groupe étant spécialisé dans une section de l'exposition que nous venons de vous présenter. Ensuite, la deuxième étape essentielle au projet, ça a été la sélection d'œuvres. Et donc, une nouvelle fois, on a été confronté à la réalité du métier, comme la nécessité de protéger des œuvres graphiques, le fait que certaines œuvres sont prêtées à l'extérieur, ou encore en cours de restauration. Enfin voilà, on n'a pas finalement il n'y a pas d'exposition idéale. Voilà, on part de quelque chose, puis on précise, on fait avec les contraintes, on améliore, on modifie, et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce parcours et à cet accrochage. On a fait également en parallèle un gros travail sur la scénographie, voilà, vérifier que toutes les œuvres qu'on imaginait sur un mur y rentrent effectivement. On avait des idées de scénographie, on était parti sur l'idée de mettre des rideaux à l'entrée et à la sortie de la chambre pour créer un lieu un peu intimiste. Et là, on s'est rendu compte que pour des problèmes de circulation, de sécurité, c'était pas envisageable. Donc encore une fois, des obligations, la réalité, on est un peu rattrapé par la réalité qui précise notre projet finalement. Et donc ensuite, nous avons travaillé sur l'identité visuelle de l'exposition, les bannières de texte, l'affiche de l'exposition conjointement avec les équipes du musée du Louvre. Et alors enfin, la dernière étape réalisée conjointement par toutes les commissaires, ça a été la rédaction des textes de salle et des doubles cartels, dont on vous reparlera un petit peu plus tard. Je pense que si nous connaissions les normes d'écriture, encore une fois grâce à nos cours, ça a été un vrai défi et ça a été très enrichissant de voir à quel point c'était complexe de faire un texte de salle qui soit concis, qui soit compréhensible par le public et en même temps qui respecte les exigences scientifiques inhérentes à un musée. Et ça a été vraiment un moment tout neuf pour nous, compliqué, mais très très enrichissant. Et voilà, je pense que ça a aussi encore une fois permis de préciser ce qu'on voulait dire dans notre exposition finalement, et d'éliminer aussi tous les éléments superflus. Et donc une fois toutes ces étapes achevées, donc disons c'était fin décembre qu'on a validé le parcours, les textes de salle, etc. Une bonne chose de faite avant de partir en vacances. On a décidé de se répartir en différents pôles, plus spécialisés cette fois pour attaquer la rentrée de janvier avec chacune des éléments précis qui leur étaient prédestinés. Donc, on a créé les pôles de programmation culturelle pour la vidéo, pour la communication, pour la scénographie, pour la recherche scientifique, pour l'évaluation, et tous ces pôles selon les spécialités et les préférences de chacune. Voilà. Merci. Vous avez évoqué la rédaction des doubles cartels. Donc, comment l'idée justement de ces doubles cartels vous est-elle venue et comment avez-vous abordé leur contenu ? Alors, je vais repréciser un peu le principe du coup des doubles cartels dans l'exposition. Donc, on a les cartels scientifiques qui sont les cartels du musée. Et pour certaines œuvres que nous avons sélectionnées, nous avons créé un deuxième cartel, donc qui est dans une couleur différente, qui se distingue du cartel scientifique. Et pour le coup, ces cartels, c'est nous qui les avons rédigés en mettant nos impressions personnelles. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aucune de nous n'était spécialiste de Delacroix. Et en fait, on s'est rapidement demandé ce que nous, en tant qu'étudiantes en histoire de l'art, on pouvait apporter. En fait, il était bien évident qu'on n'allait pas apporter une connaissance majeure sur Delacroix en 4 mois. Donc, on s'est dit,
que l'idée, c'était de donner nos impressions personnelles. Et donc, sur le modèle des accrochages antérieurs du musée de la Croix, notamment celui de Christine Angot, Regard sur une collection, ou celui de Lilian Thuram, Imaginaire et représentation de l'Orient, nous avons décidé de centrer cette exposition autour de notre regard, de notre découverte. Et donc, le musée, qui est habitué à de tels accrochages, nous a soumis l'idée de créer ces doubles cartels, à l'image de ceux qui avaient été faits avec la Fondation Thuram et qui étaient, je crois, en grande partie à l'origine du succès de cette exposition. Et donc, au cours de nos recherches et à la faveur de la lecture du journal, je vous l'ai dit, nous avons toutes découvert un autre Delacroix. Et nous avons voulu, dans ces doubles cartels, dévoiler nos découvertes les plus frappantes, avec des doubles cartels, si vous voulez, des textes où on va vous dire grâce à cette œuvre, j'ai découvert que, ou en lisant son journal avec cette citation, j'ai appris sur Delacroix telle ou telle chose. Voilà, parce que je crois que c'était intimement lié au fait que dans cette exposition, on voulait vraiment décomplexer le visiteur. On voulait que le visiteur se rende compte que bien qu'étudiante en histoire de l'art, on avait appris plein de choses, qu'il y avait plein de choses que nous ne connaissions pas, et encore plein de choses que nous ne connaissons pas, et que tout comme nous, le visiteur devait se sentir libre de ressentir des émotions face à une œuvre, d'apprendre des choses et d'émettre un avis lui aussi. Et donc vraiment, conforté par l'équipe du musée, on a signé avec nos noms, prénoms, les doubles cartels vraiment pour incarner et en se disant que ça allait être plus personnel et toucher le visiteur, parce que l'idée, voilà, c'était vraiment de l'accompagner, qu'il ne soit pas complexé et qu'il entre plus facilement en contact avec les œuvres. Et donc je pense que voilà, ces doubles cartels ont été vraiment l'occasion d'appréhender l'intimité d'Eugène Delacroix, de dévoiler aussi une part de notre intimité, puisqu'on parle de nous, on emploie la première personne, dans le but de toucher le visiteur. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est très satisfaite de ces doubles cartels. On a de nombreux retours positifs sur ces cartels. Les gens semblent enchantés, et peut-être encore plus les non-connaisseurs qui y voient une façon plus facile d'appréhender les œuvres de l'accrochage. Une manière aussi pour les visiteurs de rentrer et d'appréhender peut-être plus facilement l'exposition, c'est grâce aux nombreux événements que vous organisez autour de cette exposition. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la manière dont cette programmation a été conçue et pensée ? Oui, donc pour concevoir la programmation culturelle, nous avions deux objectifs majeurs. Donc d'abord, une politique d'inclusion de tous les publics, ce qui reflète aussi la politique du musée de la Croix. Donc vraiment, on a cherché d'organiser des événements très variés, et notamment une visite multisensorielle et aussi des ateliers pour les enfants. Et nous avions aussi la volonté d'attirer un public jeune et étudiant, et vraiment aussi de travailler avec des autres étudiants pour partager la chance qu'on a eue. C'est pour ça que pour organiser les événements, nous avons parlé avec d'autres étudiants pour intervenir dans nos événements, notamment les Rhinocéros, une compagnie théâtrale de Sciences Po, qui vont intervenir dans la nocturne dédiée au théâtre en avril. Et aussi, c'était très important pour nous de placer vraiment la rencontre au cœur de notre programmation culturelle. Et le musée de la Croix, d'ailleurs, c'est un musée que vraiment ça se prête très bien à ça. Et donc, voilà, pour chaque événement, les commissaires sont toujours présentes pour aller vraiment à la rencontre des visiteurs et du public. Et nous avons aussi donc pour ça les visites commissaires, donc des visites animées par nous, où nous partageons notre exposition, mais aussi nos expériences. Merci. Ce projet est une belle aventure. Nous aimerions savoir peut-être quels sont vos plus grands défis, en fait, les défis que vous avez rencontrés. Je peux répondre à la question. Je me jette à l'eau. Alors, à mon sens, il y a trois principaux grands défis que nous avons rencontrés. Le premier, ça a été de concevoir l'exposition à partir et exclusivement à partir du fond du musée. C'est-à-dire que d'habitude, en fait, un commissaire peut faire appel à des prêts d'autres musées et concevoir à partir de son thème, de son idée, une exposition et l'alimenter avec ses œuvres. Nous, ça n'a pas été le cas. On a vraiment cherché à valoriser au mieux le fonds qui est riche, qui est diversifié de ce musée.
Donc nous avons fait la démarche inverse. Je tiens à préciser quand même qu'il n'y a pas que des œuvres d'Eugène Delacroix, et il y a aussi des œuvres qui sont autour d'Eugène Delacroix, donc par exemple de ses amis, de ses relations intimes, mais aussi des gens qui l'ont collectionné, qui l'ont mis en avant. Et donc il y a une politique d'acquisition qui est très diversifiée. Donc ça, c'était le premier enjeu. Et ensuite, bien sûr, il y a eu la contrainte du temps. Ça, gérer les délais. On a été sélectionné en octobre, l'exposition a été inaugurée en février. Donc, nous avons été sur les starting blocks, très exactement. Tout ça en assurant nos études, évidemment, avec beaucoup de sérieux, ne vous inquiétez pas. Donc, nous avons dû gérer le temps, faire preuve d'une organisation, et en plus, nous avons des parcours diversifiés, comme on l'a dit au début, donc on a dû vraiment être efficace, travailler en commun, et donc ça m'amène au troisième grand défi, en fait, c'est le travail en groupe. On est une équipe de 10, on a des caractères différents, des parcours variés, des opinions différentes, et donc en fait, il a fallu s'apprivoiser, en quelque sorte, donc apprivoiser Delacroix, mais aussi s'apprivoiser entre nous. Et en même temps, je dirais que c'est pas vraiment une difficulté, ça a été vraiment en fait une force parce que à 10, on représente des profils diversifiés, des profils qui peuvent représenter des voix variées et aussi plusieurs visiteurs. Ça nous a permis d'avoir un spectre large et de penser en fait au maximum au public, au pluriel. Et donc aussi, ça nous a permis d'échanger un petit peu sur nos connaissances parce que y en a qui sont en médiation, il y en a qui sont en muséologie, en recherche. Et donc en fait, ça a été aussi un apprentissage de compétences on a pu s'échanger en fait. Et donc pour moi, ça a été les défis en eux-mêmes ont été enrichissants. Ces défis, nous les avons partagés quotidiennement avec vous. Et encore une fois, je vous félicite vraiment pour tout le chemin parcouru depuis la première réunion et depuis notre première rencontre jusqu'à aujourd'hui. Je trouve qu'il y a eu une marge de progression vraiment énorme et je tiens à vous féliciter. On l'a dit, ce projet, c'est un projet de transmission qui s'inscrit dans un lieu perçu comme tel aujourd'hui, mais aussi un projet de transmission entre les équipes du musée Delacroix et vous. Comment est-ce que vous pourriez parler un petit peu de ce travail que nous avons eu en commun? Est-ce que vous diriez que l'équipe du musée Delacroix et du musée du Louvre a réussi en quelque sorte cette mission de transmission? Bah oui, donc l'équipe... For compliments, c'est ça? Bah oui, les équipes du musée Delacroix et du musée du Louvre ont joué vraiment un rôle fondamental dans la réussite de cette exposition parce que, voilà, comme on a déjà évoqué, nous sommes des étudiants, donc on est plutôt habitués à travailler dans la théorie. Et donc, les équipes ont toujours nous rappelé que c'est la réalité du monde muséal et les nécessités qu'on devait affronter. Et donc, en effet, nous avons vraiment partagé des connaissances très précieuses. Voilà, je pense notamment à Michel de Monaco pour la visite multisensorielle, je pense à Didier Boucheron pour les vidéos, et bien sûr au présent, donc voilà, Milena Planche, Jessie Coinon et Dominique de Fonréau qui nous ont vraiment accompagnés dans ce projet en tant que Ludovic Rafali, et ils nous ont toujours resté à nos côtés, donc très disponibles pour nous, et vraiment ils nous ont guidés voilà, donc sans eux, vraiment, ce projet n'aurait pas été le même. Voilà, bien sûr. Que vous a apporté en fait cette belle expérience partagée par tous en matière de connaissances et de compétences? Je pense que ça serait trop long de faire la liste de toutes les compétences et connaissances que nous avons acquises au cours de ce projet. Puisque nous avons été confrontés à des tâches très diverses, allant du montage de vidéos à la conception d'une programmation culturelle, en passant par la scénographie, voilà, donc vraiment des tâches très diverses que nous ne maîtrisions pas toutes au début, mais c'est aussi ce qui fait la force de ce projet, c'est que nous avons dû toutes se concentrer sur plusieurs tâches. Et donc, par exemple, en ce qui me concerne, je n'étais pas du tout à l'aise avec l'informatique. Et donc, monter une vidéo, ça a été un vrai défi. Et c'est une compétence que j'ai acquise grâce à ce projet.
Je pense que de manière générale, la principale chose que nous avons apprise, ce sont ces réalités muséales dont on parle beaucoup depuis le début, puisque au cours de notre très riche formation à l'École du Louvre, c'est vrai que nous avions déjà eu l'occasion d'imaginer des expositions, de créer des programmations culturelles, mais tout ça restait dans le monde de l'irréel. Et donc là, confronter nos désirs et nos souhaits à la réalité, c'est finalement ce qui nous rapportera le plus. Et je pense aussi que grâce à ce projet, nous nous sentons beaucoup plus prêtes à rentrer dans le monde professionnel à partir de septembre. Nous parlons de confrontation à la réalité. Je pense que voilà, une des confrontations principales, c'est la rencontre avec le visiteur. C'est la première fois que voilà, vous êtes confronté à les rencontrer, non plus dans un cadre académique, mais un véritable cadre professionnel. Comment est-ce que vous avez perçu le regard des visiteurs? Est-ce que c'est celui auquel vous vous attendiez? De manière générale, je crois qu'on est très satisfaite du regard des visiteurs. C'est un regard qui est extrêmement bienveillant. C'est peut-être aussi dû à notre jeunesse et à ce projet très particulier. Mais c'est vrai que c'est toujours très agréable. On a créé des petits questionnaires pour justement essayer de mieux appréhender leur réception de l'exposition. Et ces questionnaires remportent un franc succès puisqu'ils sont dûment remplis par des visiteurs qui se montrent parfois très bavards. Donc c'est tant mieux et ça nous permet un peu de savoir si on a répondu à leurs attentes. Quant à savoir si nous attendions à ce regard, je ne pense pas. C'est vrai que nous avions beaucoup d'appréhension avant l'ouverture de l'exposition. C'est aussi dû au fait que c'était la première fois qu'on était dans cette situation. Nous avions peur de décevoir les visiteurs, qu'ils aient un regard très critique. Et donc, c'est avec beaucoup de joie et d'étonnement qu'on reçoit ces compliments. Je vais juste dire un petit mot sur le fait que vous avez lancé cette étude, que nous souhaitions, et que votre dernier travail sera l'évaluation de votre projet. Et de ce point de vue-là, vous serez plus vertueux encore que nous ne le sommes, nous, parfois, ici, dans cette grande maison, où nous ne faisons pas forcément l'évaluation de tous nos projets. Pourtant, je le souhaite, et je pense que ça me semble vraiment important que vous le fassiez, donc sur la base de cette étude, parce que ça permet non pas de distribuer des bonnes notes, l'idée n'est pas de dire bien, pas bien, c'est pas ça le sujet, mais de voir si par rapport à vos objectifs à vous, ils ont été remplis. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est ce qui permet ensuite de construire. Marion évoquait tout à l'heure les doubles cartels. Si on a su que ça fonctionnait, c'est justement parce qu'on a fait une évaluation du projet avec la Fondation Thuram et que cette évaluation a été très positive. On a eu un satisfecit vraiment incroyable, du genre de République soviétique. Enfin, 98% des visiteurs ou quelque chose comme ça étaient vraiment très, 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 très contents de ces doubles cartels. Donc c'est là où on s'est dit, voilà, c'est une idée à reprendre. Donc ça, c'est vraiment fondamental parce que ça permet, vous, d'avoir le temps de pause par rapport à ça, de voir ce qui... par rapport à vos objectifs, c'est pour ça que c'est vous qui la ferez, pas nous, cette évaluation. Et puis ça permettra aussi ensuite de nourrir vos autres projets et les autres projets du Musée de la Croix. Donc c'est un cadeau que vous faites à vous-même et que vous faites aussi à vos successeurs. C'est extrêmement important. Donc je vais rebondir sur ce qui a été dit. Vous avez eu un contact privilégié et précieux avec nos visiteurs que vous n'aviez pas du coup encore vécu. Pouvez-vous nous citer un exemple d'expérience partagée avec notre public ? Oui, je pense notamment à la soirée table ronde que nous avons organisée en mars, avec Dominique de Fonréau, Marie-Christine Nata et Nelson Castro. Et c'était vraiment une soirée très intéressante et très enrichissante pour nous, mais aussi pour les visiteurs qui étaient présents. Donc voilà, c'était vraiment aussi très formateur pour nous d'animer une table ronde. Et je pense que les visiteurs ont beaucoup apprécié. Et pendant cette table ronde, nous sommes vraiment allés à la rencontre avec donc, nos intervenants, nos spécialistes, à la rencontre de l'homme, d'Eugène. Et donc les visiteurs ont pu vraiment avoir une idée de ce qu'on voulait transmettre.
Me concernant, je pense que c'est ma première visite à la rencontre des commissaires qui m'a particulièrement marquée dans cette rencontre avec le public, puisque je l'ai dit, j'ai senti des visiteurs conquis et surtout je les ai sentis plus libres peut-être à exprimer leurs avis, leurs opinions et aussi leurs émotions face aux œuvres, un peu comme nous l'avons fait dans les doubles cartels. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que le pari était en partie gagné et qu'il fallait qu'on continue à beaucoup travailler pour nourrir ces événements et pour que le succès soit au rendez-vous jusqu'au 6 mai. Alors moi, je pense que s'il y a un moment qui m'a vraiment marqué au niveau de la rencontre avec le public, c'est vraiment le vernissage. C'est un mélange d'émotions qu'on expérimente pour la première fois qui est assez intense. Alors forcément, il y a beaucoup de stress au début, d'inquiétude. On se demande si tout va bien se passer, si tout est en place, si on va être capable de répondre aux questions des visiteurs, aux attentes des visiteurs, et surtout si les visiteurs vont comprendre et adhérer à notre exposition, parce qu'on c'est un moment où on n'a plus de recul. Ça fait 4 mois qu'on a le nez dedans. On se demande si seulement notre exposition est réussie, compréhensible, etc. Et une fois tout ce stress passé, je pense qu'il y a eu beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté, de surprise aussi. On le disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup de monde au vernissage. Les salles étaient remplies, les gens faisaient la queue dehors. C'était assez impressionnant à voir. C'était à peine croyable. Et voilà, c'était vraiment un moment unique de pouvoir partager ce moment, de faire découvrir, visiter notre première exposition à nos professeurs qui sont venus nombreux, à des membres de notre famille ou même à des parfaits inconnus, voilà, qui viennent voir notre projet. C'était assez incroyable et je pense que c'était très important parce que finalement c'était les premiers retours qu'on avait de visiteurs, la première fois qu'on avait de vrais retours de personnes extérieures, et ces premiers retours ont été très bons. Les gens ont semblé satisfaits, contents, et je pense que pour nous ça a été un grand soulagement. Alors moi, la rencontre qui m'a le plus marquée, ça a été celle de ma première visite commissaire, puisque j'ai inauguré la visite tout en n'ayant jamais fait de médiation. Donc voilà, c'était assez intimidant, mais en même temps très enrichissant. J'étais stupéfiée en fait de la curiosité du public, de votre curiosité aussi, puisque vous êtes dans cette salle. Et plus particulièrement, ce qui m'a frappée, c'était que les gens, c'était la quête de lien social en fait des visiteurs. C'est-à-dire, on ne va pas à une exposition seulement pour nourrir son intellect ou en fait apprendre. Il y a aussi une quête derrière de voir comment fonctionne le monde de la culture. De dire que le patrimoine, c'est pas quelque chose d'inerte, c'est pas simplement une œuvre, c'est aussi des acteurs derrière qui assurent la transmission. Et moi, j'étais épatée en fait de cette présence qu'avaient les visiteurs, d'aller au devant de nous questionner sur nos études, une soif, une faim de connaître, et ça m'a même étonnée parce que je me suis dit mais j'ai l'impression d'être avec mes parents qui me questionnent sur mon parcours scolaire et en fait c'était assez étrange et en même temps on a pu vraiment dialoguer parce que autre chose qui me semble vraiment intéressant avec cette première visite, c'était en fait de partir du visiteur, c'est-à-dire d'être humble dans sa démarche, de ne pas présenter un amas de connaissances et en espérant que le visiteur soit un néophyte et qu'il accueille comme ça de manière assez inerte ce qu'on lui propose, mais vraiment d'aller le chercher dans ses images quotidiennes, dans sa réalité, et en fait de l'amener à notre but. Et je pense que nous, on a eu une démarche assez, assez pédagogique, même si on est étudiante en fait. C'est un petit peu ce qui moi m'a marqué en fait, c'était d'amener vraiment, d'essayer de dialoguer avec le visiteur et de l'amener vers ce que nous, on avait développé. Les visites commissaires dont vous avez toutes les deux parlé, le grand succès qu'elles rencontrent, ainsi que le grand succès qu'a rencontré le vernissage, témoignent du succès de l'exposition. Il faut le dire, depuis son ouverture, il y a bientôt 2 mois, le musée de la Croix a accueilli plus de 13 000 visiteurs, ce qui est vraiment un très très grand succès. Il est encore un peu tôt pour faire l'évaluation réelle du projet, mais
Voilà, est-ce que vous pourriez dès à présent faire un bilan de votre expérience, de cette exposition? Qu'est-ce que vous retirez? Est-ce que vous diriez que vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés? Alors oui, en fait, enfin non, peut-être pas oui, parce que ce serait trop un but de dire oui. Alors déjà, on va revenir aux objectifs. C'est bon. Le premier, bien sûr, c'est d'amener les gens au musée. Donc 13 000 visiteurs depuis l'ouverture de l'exposition, c'est un beau score en quelque sorte. Et en fait, amener les visiteurs, c'est pas forcément évident, parce que ça veut dire aussi toucher les gens qui ne vont pas d'ordinaire au musée, en fait, ou qui ont moins cette culture, cette pratique du musée. Donc en fait, il a aussi fallu toucher une diversité de profils de visiteurs. Des jeunes personnes, des personnes plus âgées, des personnes qui étaient cultivées, d'autres qui n'avaient pas forcément la culture du musée. Donc tout ça, ça a été aussi un apprentissage, en fait, essayer de s'adapter à ces profils, être en quelque sorte un caméléon, et pouvoir se plier à n'importe quel, que tout le monde y trouve son compte. Et en fait, afin de satisfaire ces objectifs, nous avons mis en place une stratégie dynamique. Tout d'abord, notre programmation culturelle, Raquel vous en a touché quelques mots. En fait, elle a l'avantage de proposer une très belle diversité en fait, d'événements. Donc amateurs de théâtre, amateurs de musique, amateurs de visites guidées, bien sûr, de conférences, enfants en quête d'ateliers, et même adultes parfois, avec l'atelier de dessin. Tous y trouvent leur compte. Et donc ça nous a permis en fait d'essayer de toucher l'intérêt de personnes qui avaient des goûts différents. Mais aussi nous avons parié sur le relais de la jeunesse. Évidemment, c'est notre singularité, nous sommes étudiantes, nous sommes jeunes, et je pense que ça a été un de nos plus grands atouts. Nous avons pu faire intervenir les jeunes, comme les étudiants de sciences politiques. Raquel vous a parlé de l'association Rhinocéros, une troupe de théâtre de Sciences Po. Et nous avons utilisé aussi des moyens de communication qu'utilise le jeune public, à savoir les réseaux sociaux. La diffusion de l'exposition, en fait, elle a été très, très, très rapide. Avant même qu'elle ouvre, il y a eu un relais de personne à personne, et ça a été vraiment assez spectaculaire de constater combien les gens s'intéressaient, en fait, et combien de jeunes nous soutenaient aussi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, le fait de voir que ça intéresse les jeunes, et que les jeunes, derrière, il y a un espoir, en fait. Il y a un espoir parce que ça les met en avant et ça leur donne des initiatives. Et ça, je pense que ça a été très important. Et dans ces réseaux sociaux aussi, nous avons aussi joué sur une autre dimension, c'est toucher les internautes par le biais de posts réguliers. Et en fait, nous avons fait parler la gouvernante de la Croix, Jenny Le Guillou. Donc Jenny Le Guillou commente ponctuellement en fait sur Facebook, alors soit des anecdotes en fait dont elle a été témoin de son vivant, soit elle commente des œuvres d'art. Donc voilà, et ça permet en fait d'avoir tout simplement une relation intime avec ces acteurs qui en fait sont proches de la Croix, et d'initier et d'introduire le visiteur, le visiteur, oui, dans cette exposition en fait, d'amener de manière ludique les choses. Et donc vous pouvez effectivement la retrouver encore sur le site Facebook du musée. Elle est assez bavarde. Et donc ensuite, c'est par le biais d'histoires intimes en fait, de storytelling qu'on amène le visiteur au musée. Il faut absolument qu'il y ait un lien de familiarité, quelque chose qui le touche et en fait qui arrive à susciter sa curiosité. Et je pense que c'est très important de rendre vivant, de vivifier un petit peu ce terreau. Nous touchons bientôt à la fin de cette conférence, donc juste 2 mots de conclusion pour chacune d'entre vous. Vous serez évidemment de futurs professionnels du monde muséal. Cette expérience sera bénéfique dans votre parcours personnel, mais de manière peut-être plus large. Voilà. En quoi est-ce nécessaire pour les musées aujourd'hui d'ouvrir leurs portes aux étudiants, et est-ce que cette expérience vous confirme dans votre volonté de continuer à travailler dans les musées?
Donc, depuis le début de la conférence, nous expliquons à quel point vraiment l'expérience concrète est bénéfique à l'enseignement académique, mais voilà, le réciproque est tout aussi juste, parce que les étudiants, vraiment, je pense que faire participer les étudiants à la culture, au monde muséal, vraiment porte un nouveau regard. Donc vraiment notre nouveau regard que nous avons mis en avant, notamment avec le double cartel, mais avec vraiment notre exposition. Je pense par exemple au fait que nous avons vraiment découvert Delacroix, parce que personne d'entre nous était une spécialiste de Delacroix, donc nous étions dans la peau du visiteur qui ne connaît pas, et donc notre exposition est très accessible. Pardon. Et vraiment, voilà, nous avons aussi choisi des œuvres qui n'ont pas été beaucoup montrées, parce que c'était vraiment les œuvres qui ont retenu notre attention, parce qu'on ne les connaissait pas. Voilà, donc vraiment, le fait d'être aussi pas spécialiste, voilà, et nouveau dans ce milieu, ça donne aussi des choses très positives, je pense. Et pour répondre à la dernière partie de la question, du coup, je parle au nom de toutes les commissaires là pour le coup, mais je pense vraiment que ça nous a confortés dans nos projets professionnels. Comme je le disais, quand on s'est répartis par pôle, chacune a fait en fonction de sa spécialité, de ses préférences. Donc, c'est-à-dire que celles qui sont dans le parcours médiation ont plutôt réalisé la programmation culturelle, se sont chargées de la médiation, des visites, etc. Celles qui sont dans le parcours régie se sont chargées plutôt de cet aspect, de la scénographie. Et je pense qu'on s'est toutes senties à l'aise dans notre spécialité. Ça nous a toutes rassurées sur l'avenir, confortées dans nos choix. Et en même temps, vu qu'on a touché un petit peu à tout, un peu à tous les domaines, et qu'on a aussi qu'on s'est lancé dans des domaines, pas forcément nos domaines de prédilection, ça, je pense que cet aspect polyvalent, c'est vraiment ce qui nous servira beaucoup à l'avenir. Voilà, et je vais laisser Raquel dire un petit mot pour la fin. Donc, nous vous remercions pour votre présence et nous remercions donc, les équipes du musée du Louvre et du musée Delacroix pour nous avoir accompagnés. Donc, en particulier, donc, Milena Planche, Jessica Arnon, Dominique Defonreo, bien sûr Claire Babillon pour avoir conçu ce projet, Jean-Luc Martinez. Voilà, et nous vous invitons, maintenant que vous avez eu un avant-goût de notre exposition, nous vous invitons à la voir, donc jusqu'au 6 mai au musée Delacroix. Et nous vous invitons aussi à participer à nos événements. Voilà, je vous laisse la programmation culturelle sur l'écran. Merci beaucoup. Non, écoutez, juste conclure effectivement pour vous remercier toutes, pour dire que, à mon sens, c'est le premier pas d'une belle aventure. Je vous souhaite le meilleur avenir professionnel. Je crois que vous avez effectivement à juste titre compris que dans beaucoup de musées, il fallait faire beaucoup de choses très différentes, que cette main à la pâte et cette collaboration surtout entre personnes crée vraiment la réussite des événements. Donc vraiment merci, bravo, et j'appelle les générations suivantes à continuer cette belle expérience. Merci infiniment à toi, Claire. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que ça a été pour nous une expérience très riche. Hein. C'est-à-dire qu'en faisant apprendre, on a appris aussi beaucoup. Et ça a été aussi une formidable expérience qui a uni les équipes du musée de la Croix et l'ensemble aussi des équipes du Louvre, hein, puisque beaucoup y ont été associés. Et ça a été aussi là aussi quelque chose de très intéressant. Et ce que je trouve magique, parce que nous ne pouvons pas savoir, c'est qu'on rencontre le succès du public. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas, évidemment, estimer auparavant. Ce qui veut dire aussi que, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que le musée est un lieu de vie, est un lieu de rencontre, est un lieu d'échange. Le musée n'est pas en dehors de la société, mais il appartient à cette société. Le musée, vous le savez, n'est pas une invention ancienne et une invention conventionnelle. Le musée est une invention moderne et une invention révolutionnaire. Alors c'est une petite révolution d'avoir confié le commissariat d'une exposition à 10 étudiantes, mais c'est une révolution réussie et j'en suis vraiment très heureuse de cette révolution. Et puis ça a été aussi une petite révolution culturelle d'aller chercher Eugène derrière Delacroix, alors que notre ami Monsieur Delacroix protégeait beaucoup Eugène tout au long de sa vie, d'où d'ailleurs ses doubles discours, son hypocondrie et le fait de s'abriter derrière la féroce et redoutable Eugénie
pour protéger le mieux possible Delacroix, Eugène derrière Delacroix. Donc vraiment un grand merci à toutes, vraiment, et je voulais particulièrement remercier aujourd'hui Anne, Marion, Alitéa et Raquel d'avoir été là, parce que c'est un exercice difficile de parler dans l'auditorium du Louvre, quand on l'a jamais fait, donc un grand merci. Mille merci à nouveau aussi à Claire Barbillon et à l'ensemble de l'école du Louvre, et un grand merci à Milena Planche et à Jessie Coinon, sans qui rien n'aurait été possible, même pas l'idée, parce qu'en fait, sans vous, je n'aurais même pas eu l'idée. Donc merci infiniment, un grand merci. Et merci à la régie de l'auditorium.